Donc, bienvenue pour cette édition, cette deuxième édition 2022 des Vendredis de l'IA. On a décidé aujourd'hui de parler de frugalité de l'IA. Donc, c'est un terme bien compliqué qui veut dire qu'effectivement, on a besoin que nos systèmes d'IA soient un peu moins consommateurs en termes d'énergie, de puissance de calcul, de stockage, etc., etc. Et on a invité pour ça deux personnes à parler, deux sociétés. Donc, la société Inventis, dont Cyril François est le représentant aujourd'hui, et également la société Greenwaves Technologies, dont Martin Krum est le représentant. Donc l'idée, c'est que chacun nous parle un peu de sa vision de la frugalité et des solutions qu'il déploie et qu'il met en œuvre de l'IA. Chacun à peu près une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, questions que nous prendrons à l'issue de leur présentation. Donc Cyril, peut-être si tu veux partager ta présentation. Alors, il va falloir que tu retires ton partage d'écran. C'est fait. Voilà, normalement, c'est bon. Confirmer que vous voyez correctement la présentation. C'est bon pour vous, vous voyez? Elle arrive, je crois. Vous dites... Non, ça vient pas. Et pour moi, il n'est encore pas là, mais il ne va pas tarder d'arriver, je pense. Oui, parce que moi, ça me dit que c'est tout bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, ok, ça met du temps. On va voir si c'est réactif. Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je représente Aventis. Au sein d'Aventis, moi, je suis donc le référent de l'intelligence artificielle. Donc, je vais faire d'abord une petite présentation d'Aventis et puis ensuite une petite présentation d'un projet où on a eu un peu des difficultés de frugalité. Et ensuite, vous présenter un petit peu toute une démarche où on est allé jouer avec le matériel et pour évaluer un petit peu l'impact en termes de temps de latence, donc le temps d'inférence, la consommation d'énergie, etc., de différents types de modèles sur une carte STM32WB. Et un peu si on en a tiré des leçons et vous les partagez. Donc, dans un premier temps, donc voilà, Aventis, historiquement, c'est travailler plutôt sur des produits embarqués. Donc, avec ou sans intelligence artificielle, mais on développe de plus en plus l'aspect intelligence artificielle ces dernières années. Voilà. Donc, on est surtout une société de gestion de projet ou de R&D, mais orientée IoT et avec la partie IA. Sur la partie IoT, il y a vraiment le côté hardware, software, mais puis aussi on peut rajouter une partie application mobile. Soit pour récupérer des données ou pour piloter des objets connectés. Aujourd'hui, donc Aventis, c'est assez diversifié, hein, parce que bien sûr, ce sont des métiers différents. Donc, il y a vraiment l'électronique en tant que telle, donc qui demande que ce soit de la fabrication à la certification. Donc, il y a tout un aspect hardware. Là-dessus, ensuite, il faut générer le code pour faire fonctionner tous ces éléments hardware. Ensuite, il y a les métiers, je dirais, des applications mobiles, donc que ce soit sur smartphone, tablette, voire même web et cloud. Donc ça, c'est encore un nouveau métier. Il y a les métiers d'intelligence artificielle que je représente aujourd'hui. Et là-dessus, tout l'aspect gestion de projet pour conduire à bien de la proposition au prototype. Et après, les débuts, l'accompagnement à l'industrialisation. Aventis, c'est avant tout ces 3 sites maintenant. Donc Annecy, Grenoble et Lyon, et une trentaine de collaborateurs. Et puis, bien sûr, le fondateur, c'est M. Richard Fan. Donc ici, vous pouvez voir un petit peu les différentes activités que l'on réalise. Donc, je ne vais pas faire de redites, je peux déjà plus ou moins dire à l'oral. Donc, je vais aborder le sujet de la frugalité de l'IA. Alors, je le résume un petit peu. Pour moi, aujourd'hui, souvent les microcontrôleurs que j'ai utilisés, c'est comme un triptyque taille, temps, donc principalement temps d'inférence, et consommation d'énergie. Est-ce qu'on est sur des produits
qui sont sur batterie. Moi, sur ce que je vais vous présenter, c'est un produit sur batterie. Et on a souvent des problématiques d'énergétique pour en fait, la durabilité du fonctionnement du produit en tant que tel. Donc, on n'est pas dans un cas où en réalité on est connecté, par exemple, on est en filaire et on a de l'énergie, puis on veut réduire la consommation d'énergie parce que ça a un coût. D'ailleurs, peut-être que dans l'industrie 4.0, même si tous nos capteurs seront connectés en filaire avec de l'énergie, il y aura peut-être des problématiques de coût d'énergie. Aujourd'hui, on en parle, hein, parce que les coûts d'électricité augmentent sans arrêt. Nous, on est sur une problématique avant tout d'assurer le service le plus longtemps possible en étant sur batterie. Alors, avant d'aborder comment dire, voilà, un peu l'expérimentation qu'on a réalisée avec la carte, c'est sur cette taille, la consommation et le temps d'inférence. Je vais revenir un petit peu quand même sur la méthodologie du data scientist pour l'embarquer. Si jamais, pour le public qui sont présents ici, ne sont pas habitués aux aspects embarqués, mais qui connaissent déjà le métier de data scientist. Parce qu'il y a quand même des éléments supplémentaires, que ce soit avant la génération des données ou sur la validation. La plupart du temps, quand on parle de data scientist ou de machine learning, ce qu'on peut trouver, c'est d'abord, on a accès à des données. Donc, il y a tout le travail, les données existent déjà, soit ce sont par exemple sur les réseaux sociaux ou sur des données commerciales, ou des profils, ou que sais-je, ou géographiques. On a des données, les images, elles sont présentes, tout ça. Donc, ce qui est un des principaux travail, c'est d'abord de faire la mise en forme, de nettoyer les données, les labelliser, que ça soit fait correctement. Par exemple, une image avec une tête de chien, soit bien labellisée chien. Une autre avec chat, bien labellisé chien. Et éventuellement aussi aller chercher, voir si on peut, s'il y a des outils statistiques qui permettra bien la discrimination des données entre elles. Non, ça, c'est l'aspect traitement de données, même si la donnée existe déjà. Et à partir de ça, on vient faire des choix de modèles. Il existe aujourd'hui tout un tas de différents modèles. Soit on peut appeler les modèles classiques, comme Random Forest, SVM, Naive Bayésien, et des modèles, je dirais, de deep learning, donc, que ce soit des réseaux denses, donc les MLP, les multi-layer perceptrons, ou encore les CNN, donc les Convolutional Neural Network. Aujourd'hui, ce qu'on parle beaucoup, c'est de transformers. Là-dessus, une fois qu'on part sur ces modèles, il y a tout un travail aussi d'optimisation des hyperparamètres qui encadrent le modèle. Et puis ensuite, une étape de validation. Souvent, on fait ce qu'on appelle le train test split. Donc, on prend une partie des données pour entraîner le modèle, on prend une partie des données que l'on avait au départ, mais que le modèle n'a jamais vu, et on vient évaluer si le modèle fonctionne correctement sur ces données. Et en fonction des résultats, on peut reboucler. Soit on manque de données, par exemple, pour un certain type on regarde nos résultats, peut-être sur un certain type de données, on est mauvais. Donc, quelqu'un, on peut repartir à la pêche de données pour robustifier notre modèle. Donc ça, je dirais, c'est le b.a.-ba du métier de data scientist. Quand on fait de l'embarqué, en fait, on rajoute des éléments supplémentaires. C'est que moi, dans mon métier, je travaille donc avec des personnes qui font de hardware. Et la question de la donnée, elle est primordiale, de sa qualité, aussi de son séquençage. Donc on a la fréquence, par exemple, à laquelle les données sont réalisées. Tout cela, en fait, ça dépend énormément du matériel de collecte de données, du capteur. Donc là, il y a tout un travail supplémentaire, des contraintes supplémentaires, que ce soit des contraintes de coût, que ce soit des contraintes de performance, des contraintes d'intégration, parce que selon que l'on ait de l'espace, si jamais on a un mètre cube pour mettre et où on veut, dans une pièce ou sur une machine, on peut mettre un capteur, il n'y a pas de problème. Si par contre, on est vraiment très limité dans l'espace, sur une surface qu'il faut un capteur très petit, voilà, ça va nous imposer d'autres contraintes. Donc là, il y a toujours un aller-retour entre les personnes qui s'occupent de hardware et les personnes qui s'occupent de l'IA pour faire un choix, je dirais, des compromis. Donc là-dessus aussi, il va falloir travailler vraiment des protocoles d'acquisition de données. Est-ce qu'on est sur du filaire? Est-ce qu'on est sur du non-filaire? Il y a déjà tout un travail rien que pour obtenir la donnée. Puis ensuite, on arrive bien sûr sur le traitement des données. Et ensuite, la génération de modèles.
Et enfin, on peut aborder la partie de validation des données. Dans notre cas, il y a la partie, on peut faire la validation comme on fonctionnerait sans l'aspect embarqué, c'est-à-dire on va prendre le train de test plus, comme je disais. Mais en fait, on remarque la plupart du temps, quand on est embarqué, il y a toujours des variables, des éléments, que ce soit si jamais le capteur est en interaction avec un humain ou dans une usine, il y a peut-être des problèmes de température, des problèmes de vibration, des problèmes de son, selon le type de capteur, qu'on n'a pas forcément pris en compte ou qui n'ont pas été perçus au moment du début du projet ou lors du projet. Et c'est toujours bon de s'assurer que le modèle, une fois en place dans un environnement qui peut varier, donc que ce soit de température, de bruit, de vibration, en fait, il soit toujours fiable. Donc, on peut tester le modèle sur ordinateur, sur un banc de test, mais c'est toujours aussi bien vraiment de le tester en conditions. Et de même, après, on peut reboucler. Voire même, on est arrivé sur certains projets en fait, à faire tout un cycle et on a dû changer en fait, de capteur parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, on avait fait trop d'économies sur le choix du capteur pour obtenir en fait, les informations nécessaires à discriminer en fait, des cas de bon fonctionnement ou de mauvais fonctionnement. Voilà. Et c'est toute une problématique aujourd'hui qu'il faut intégrer. Donc ça, c'était très rappel. Alors, le cas d'étude que je vais vous présenter, c'est un cas d'étude assez simple. D'ailleurs, voilà, c'était l'idée de créer en fait un drapeau connecté pour en fait venir à la fois, c'est un juge par exemple sportif, qui venait pouvoir réaliser des gestes avec le drapeau. Et en même temps, on voulait calculer, récupérer déjà le geste, donc savoir détecter quel geste il avait réalisé. Est-ce qu'il avait fait un geste? Oui ou non. Une fois qu'il avait fait un geste, c'était déterminer quel type de geste il avait réalisé et pouvoir comptabiliser automatiquement le nombre de points qu'il avait attribués pour une performance. Et on avait donc pas qu'un juge, mais on avait une multitude de juges et il faut s'assurer que toutes ces prédictions-là, en même temps, se fassent correctement. Donc, à partir de ce drapeau-là, on envoyait l'information. Donc, le calcul se faisait directement en embarqué. Donc, le drapeau fournissait juste l'inférence de quel est le geste qui avait été réalisé. Ensuite, c'était envoyé à une station de base qui ensuite envoyait l'information à un ordinateur. Là, ce qui était important pour nous en termes de contraintes, c'était le temps d'inférence. C'est-à-dire qu'à la fois, il fallait saisir la bonne fenêtre du geste. Donc, on était toujours sur des fenêtres glissantes qui permettaient de capter le geste. Et une fois qu'on avait capté ce geste-là, il fallait s'assurer de créer une inférence suffisamment rapide pour pouvoir, quelque part, inférer à l'étape d'après. Donc, là, pour le coup, la contrainte de l'inférence était très importante. Donc, dans notre cas, comment ça se passe? On restitue un petit peu notre bloc de fonctionnement de machine learning, donc obtenir des données, les traiter, puis après faire la prédiction à partir des modèles. Ici, on avait des données avec le STM32WB et un IMU et un gyroscope. Vous pouvez voir au centre un peu la nature des données. Donc, sur la figure du dessus, j'espère que ce n'est pas trop petit pour vous. C'est les données d'accéléromètre où on peut voir en fait la préparation d'un geste, le geste qui est réalisé et le geste fini. Et en dessous, les valeurs du gyroscope, à chaque fois sur ces trois axes. Ça, ce sont les données de base. Et ensuite, là, on a, je vous montre un peu la variabilité des gestes que l'on peut avoir, plutôt des signaux, sur trois gestes différents. Donc là, on a ce qu'on appelle les gestes communs, donc c'est du random. Là, on a des gestes caractéristiques qui représentent un certain nombre de points. Encore un autre geste caractéristique. Et enfin, un dernier aussi geste caractéristique, sachant que notre modèle devait discriminer correctement ces quatre types de catégories. Souvent, là, ce que l'on réalise, c'est que vu qu'on a des signaux qui sont transitoires, courts, soit on peut utiliser des aspects, si on avait beaucoup de puissance de calcul, peut-être qu'on serait allé sur des choses comme des ondelettes
qui permettent vraiment de capter des signaux vraiment transitoires. On est plutôt parti sur des CNN qui, pour le coup, nous donnaient des bons résultats en ce qui concerne voilà, sur les signaux bruts directement. On a testé des caractéristiques spectrales, donc de type FFT ou de spectrogramme, et ça n'a pas vraiment apporté plus d'informations. Donc, juste avec un CNN, on a produit des résultats intéressants. Donc, voilà. On a nos trois parties, obtention des données, traitement des données, et on part sur un modèle. Alors, pourquoi aussi le CNN? C'est que là, il faut savoir qu'on on a embarqué un modèle sur une puce où on est limité en taille. Il ne faut pas que notre modèle dépasse plusieurs kilobits. Donc, on est vraiment limité sur le type d'architecture qu'on peut proposer. Vous allez voir d'ailleurs en termes de neurones, ce que je vais vous montrer, c'est très limité. Donc, nous, ce que l'on peut faire dans notre cas, pour à la fois évaluer la consommation d'énergie et aussi l'espace que ça occupe, etc., c'est on peut générer notre modèle. Donc, à partir des données, on peut utiliser ces différents outils pour générer ce modèle-là. Soit on va utiliser ce qu'on va appeler les librairies comme TensorFlow, PyTorch Mobile, et après on peut passer par des parseurs, comme si on utilise du STM32, par exemple des outils de ST, on peut passer par STM32 Cube.ai qui va en fait prendre le modèle et créer tout le code autour pour nous faciliter la tâche à l'intégration dans la puce. Sinon, il y a des solutions comme NanoEdge Studio qui, pour un microcontrôleur donné, en fait, on a juste à lui donner les données et puis il s'occupe de faire tout l'ensemble des étapes. Même si c'est un peu moins facile de maîtriser exactement tout ce qui se passe. En tout cas, pour un utilisateur qui n'a pas besoin de toucher à grand-chose, ou si les signaux sont assez simples ou très répétitifs, ou avec des motifs très clairs, c'est très pratique. Et il y a des solutions pour faire du prototypage, je dirais, assez rapide aujourd'hui sur peut-être des cas assez simples qui permettent de réaliser des modèles assez rapidement, comme NGPus avec une interface graphique. Il y a beaucoup moins de code. C'est déjà un peu décrit. D'ailleurs, il faut savoir que NGPus, par exemple, utilise des librairies comme TensorFlow Lite, qui est d'ailleurs une librairie qui est vraiment beaucoup utilisée par les fournisseurs de solutions. Alors, contraintes induites, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on a vu à peu près la nature des signaux, on a vu à peu près nos outils. Maintenant, on va générer nos modèles. Quel modèle et quelle taille ils peuvent faire et comment on va flasher, comment on rentre dans le vif du sujet de ces questions sur la feuille. Alors, je vais juste préciser un petit peu la structure du modèle parce que je vais faire varier des choses. L'idée, c'est de vous montrer en fait l'impact de la taille du modèle sur quand on vient flasher en fait le modèle sur le microcontrôleur et voir voilà, son aspect, l'occupation de mémoire, la latence d'exécution et l'énergie consommée. Ce qu'il faut juste, ce que vous sachiez, c'est que les performances, tous les modèles que je vais vous présenter en fait obtiennent les mêmes performances de prédiction. Mais pour l'exercice, on est allé faire varier voilà, des couches, la taille d'une couche cachée, le nombre de couches cachées, ou encore le typage. Soit on est en float de 32, soit on est en entier. Ou encore augmenter le nombre d'entrées. Est-ce qu'on est juste sur 3 axes, donc juste avec l'information de l'accéléromètre, ou est-ce qu'au contraire, on vient faire venir plus d'entrées avec l'accéléro et le géo. Donc le modèle de base que je vais vous présenter, c'est une couche de convolution avec juste 20 filtres, une couche de cachée de dense avec N neurones que je fais principalement entre 32 et 128. Et voilà, je vais aussi rajouter à un moment une deuxième couche qui sera de la même taille que la couche précédente. Et on va voir comment un peu le microcontrôleur va réagir. Alors, bien sûr, pour évaluer tout ça, j'utilise un outil qui s'appelle Outil de Coitech, qui me permet de voir, donc on vient se connecter à la carte électroniquement.
Et on peut comme ça suivre à chaque étape en fait, de la prédiction la consommation de la carte. Donc, dans notre cas, on aurait pu très bien regarder vraiment que la consommation du micro, mais c'était pas très pratique, on avait regardé la consommation de la carte dans sa globalité. Et voilà, ce que l'on peut faire, c'est se connecter pour regarder un log. Comme ça, on peut bien se repérer dans le profil de consommation d'énergie où on est. Et puis avec le temps d'inférence, on va regarder la consommation de l'inférence au regard de la consommation musique. Donc voilà un peu le montage que l'on peut réaliser avec, vous voyez en bas la carte, le matériel de mesure, l'outil, et puis le STMI qui est connecté pour pouvoir flasher plusieurs modèles. Ici, vous avez donc la latence et puis la consommation moyenne en fait, qui est augmentée due à l'inférence. J'ai fait une petite erreur ici. Ça fait que l'augmentation ici. Et voilà par exemple deux types de profils que l'on peut voir. C'est comme ça que j'ai pu travailler. Là, ici, vous avez un profil pour 64 neurones, deux couches, et ici, 128 neurones, une couche. Bon, j'ai choisi ces deux modèles-là parce que les couleurs étaient jolies sur le titre. Donc, ça se voyait bien sur la présentation. Alors, je passe au résultat. Alors, ce que vous pouvez voir là, c'est deux figures. Sur la première figure, vous voyez l'espace occupé par le modèle flashé. Et il n'y a pas que le modèle flashé en soi, hein. Il y a tout aussi un ensemble autour du modèle. Je n'ai pas pu mesurer exactement la taille du modèle qui était flashé en tant que tel. Il y a tout un enrobage autour. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la variation de l'espace. Et en ordonnée, sur la première vidéo, vous avez la latence. Donc, quand je dis latence, en fait, c'est le temps d'inférence. De l'autre côté, vous avez le même exercice, mais vous avez l'énergie. Et on voit qu'il y a quand même des hautes corrélations entre le temps d'inférence et l'énergie, donc ce n'est pas forcément une surprise. Par contre, il y a quelques surprises. Je vais plutôt commencer par ce qui n'est pas une surprise, c'est aussi le float, c'est-à-dire d'avoir des floats rendus par rapport à des entiers, vu que les floats rendus ont plus d'espace. C'est normal qu'ils prennent beaucoup plus d'espace que des entiers. C'est-à-dire qu'on fait un modèle en float 32 par rapport à un modèle en entier, voilà, on réduit drastiquement la taille du modèle, du moins flashé, sur la taille d'occupation de disque sur le microcontrôleur. Par contre, là où on a des petites surprises à la mesure, c'est au regard de la consommation d'énergie, comme d'ailleurs la latence, c'est que si sur les petits modèles, on voit une très grande différence, si on regarde juste un modèle avec la couche de convolution et 32 neurones, on voit qu'on peut quasiment doubler le temps d'inférence sur le petit modèle, mais plus on grandit, plus on s'aperçoit, que ce soit un modèle de float ou un modèle d'entier, plus en fait on vient converger à quelque chose de similaire. Alors, je ne pourrais pas vous montrer d'autres points au-delà de 128, parce qu'en fait, j'arrive aux limites de possibilités d'occupation du microcontrôleur, de l'espace flash. Je n'ai pas pu tester si jamais on a ce même comportement linéaire ou est-ce qu'on casse la linéarité à un moment donné sur ces figures. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi, deuxième chose qui est intéressante, c'est que si jamais on vient utiliser plus d'entrées pour un même modèle, parce que là, dans notre cas, on peut, pour un modèle similaire en termes de couche convolution et de couche cachée, si on utilise plus d'entrées, on a une consommation en fait, d'énergie et un temps de latence en fait, qui augmente, mais c'est à peu près constant. Alors, du moins, sur l'énergie, c'est constant. Sur la latence, là, on voit qu'il y a une petite variabilité, mais je ne saurais pas vous dire si c'est constant ou voilà. En tout cas, on voit qu'on a une augmentation du temps, mais ça ne vient pas non plus d'exploser le temps. Par contre, là, ce que je peux vous dire, c'est que les couches cachées, si vous en mettez de façon successive, sachant qu'en plus, quand vous rajoutez des neurones, vous rajoutez le poids des neurones, mais aussi le poids
des interactions entre les neurones. En fait, là, vous avez quand même un impact important sur l'occupation de la mémoire flash, mais aussi de la consommation. Là, j'ai essayé de représenter un peu les résultats voilà, plutôt de représenter les résultats selon les neurones et pas sur l'occupation de la mémoire flash. Et les conclusions sont les mêmes. Alors, une fois qu'on a observé ces résultats-là, on peut faire quelques recommandations. C'est déjà, en cas de puissance vraiment de calcul limité, nous, on avait un cas, c'était la latence était un paramètre critique. Là, je vais pouvoir montrer, on a des latences, par exemple, qui montent au-dessus de 120. Nous, dans notre cas, en fait, il faut qu'on reste au modèle avec des latences de 100. Sinon, notre algorithme fonctionne mal. Là, déjà, on se rend compte qu'on est limité dans notre architecture, non pas en termes d'espace, mais en termes d'architecture, on était limité pour pouvoir réaliser un algorithme correct. Ça, c'est des choses intéressantes aujourd'hui avec ce genre d'ABAC. On pourra se dire, pour tant de puissance de calcul disponible, eh ben, on peut avoir qu'un modèle de taille maximale. Même si on a de l'espace flash disponible, il nous faut un modèle de taille maximale. Aussi, float donc, versus entier, ça l'impact surtout sur des petits modèles. Donc, dans notre cas, par exemple, ça a beaucoup d'impact. Par contre, si on grandit, apparemment, sur ce matériel-là, ça finit par converger. Et le dernière conclusion, c'est plus un modèle est gros en nombre de paramètres, plus il prend de temps de calcul et aussi plus il consomme. Donc, ça peut avoir un impact effectivement sur la durée de vie de la batterie. Donc, si on a quelque chose sur embarqué dans la batterie, la taille du modèle et sa consommation. Les conseils, ça sera à donner, ça sera dans un premier temps peut-être privilégier le pruning, c'est-à-dire venir réduire vraiment la taille du réseau. Puis, soit via du pruning, soit via de la distillation à partir de deux réseaux, un réseau qui serait plus complexe et qui fonctionnerait, puis on viendrait entraîner un réseau étudiant qui serait plus petit et qui arriverait à prendre la substance et la qualité du modèle plus gros. Donc peut-être fonctionner de cette façon-là avec des stratégies de pruning distillation. Et puis ensuite, travailler à la quantification pour réduire la taille. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu de petites approches qu'on peut utiliser pour réduire la taille. Donc, ce qu'on appelle avec le ticket de loterie gagnant. L'idée, c'est de conserver en fait un modèle simplifié, mais avec les poids d'initialisation qui bien fonctionnent. Et là, c'est distillation, knowledge distillation. On prend un modèle qui est performant, qui est plus complexe, et on vient essayer d'en faire un plus compact avec qui aura les mêmes prédictions que les plus performants. Voilà pour moi. Je vais pouvoir passer la main et merci de votre écoute. Merci beaucoup, Cyril. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions soit dans l'onglet questions et réponses, soit effectivement par le chat. Et puis effectivement, Cyril, si tu veux départager ta présentation, comme ça Martin va pouvoir enchaîner sur la sienne. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très très bien. Super. Alors, moi, en fait, je vais suivre Cyril avec un sujet qui est plus concret autour d'un vrai un puce qui est vraiment dédié sur le sujet que Cyril était en train de parler et parle de GreenWaves. GreenWaves, c'est une société qui est un concepteur de puces vraiment spécialisé sur le domaine que Cyril parlait dessous. Ça veut dire tout ce qui est l'IA, DSP dans des objets qui sont très, très contraints en termes d'énergie, normalement sous batterie. On a 7 ans, on est basé à Grenoble, on a 40 personnes, mais on a aussi des bureaux à Bologne, en Italie, en Shanghai, en Chine et des présences ventes un peu partout dans le monde. On a un produit qui est
qui est déjà dans le marché. Je vais vous montrer un exemple d'un produit qui a été créé avec ce produit, qui s'appelle GAP8. Il est en production depuis 2020. Nos designs sont basés sur une architecture de cœur qui s'appelle RISC-V, qui est une architecture, un ISA source ouverte. GAP8 était une des premiers produits qui vraiment était basé sur RISC-V et rendait cette architecture visible aux clients. C'est une architecture qui a été beaucoup utilisée pour les microcontrôleurs qui sont un peu embarqués dedans des designs et pas très visibles par les clients. Et c'était aussi une des premiers produits qui vraiment était dédié à cette problématique de ce qu'on appelle maintenant du TinyML. Ça veut dire de l'embarquer de l'IA dans un petit microcontrôleur vraiment dédié pour des objets très contraints en énergie. On a un produit qu'on est en train de lancer. On a le puce en main et on a les premiers clients qui ont les kits d'évaluation, qui s'appelle GAP9, qui est l'évolution de GAP8, et qui va être en production Q3 de cette année. C'est un produit qui bâtit sur ce qu'on a construit avec GAP8, qui était plutôt dédié vers des capteurs IoT. Et c'est un GAP9, c'est vraiment ça va aller vers des capteurs IoT aussi, mais aussi des produits de type hearables. Ça veut dire des casques, des earbuds, des choses comme ça. Alors, nos marchés, on peut catégoriser nos marchés par ce qu'on doit apporter en termes de traitement. Et là, c'est un fusion entre trois choses. Du DSP classique, parce que beaucoup des sujets qu'on traite, surtout des sons, des signaux comme des sons, des choses comme ça, des radars, des signaux radars, ont besoin de traitement. Avant et peut-être après qu'on fait de l'inférence dessous. Aussi, on a tout ce qui est DSP, très basse latence. Pour des sujets comme le Active Noise Cancellation, ça veut dire l'annulation de bruit, et où on a besoin d'un traitement, peut-être échantillon par échantillon, à très, très basse latence pour pouvoir, en fait, être dans les contraintes de cette application. Et finalement, tout ce qui est réseau neurone. Et ce que nous, on traite, c'est un peu l'intersection de toutes ces choses. Et quand on commence à faire l'intersection de toutes ces choses, on peut faire des algorithmes qui sont assez mélangés entre ces choses. Par exemple, si on a une solution d'ANC qui demande du DSP basse latence, on peut peut-être adapter le filtrage ANC avec un réseau neurone qui va plutôt regarder l'environnement auditif de son que l'ANC travaille dedans. Après, il y a bien évidemment des sujets de réseau neurone classiques comme la classification d'objets ou une détection d'objets ou l'identification par voix ou par faciale. Et même dans l'audio, il y a des sujets purement réseau neurone de type transformation de données, comme la détection et débruitage de l'audio. Et après, on a des sujets qui sont purement DSP, par exemple la spatialisation de l'audio. Et tout là, on est en train de travailler sur des choses qui sont des sources de données assez riches, comme les images, comme les sons, comme des signaux comme le radar ou des signaux biologiques qu'on traite. Après, les marchés, comme j'ai dit, c'est plutôt de l'IoT, qui peut être des capteurs, qui peut être des produits IoT, et tout ce qui est des produits qu'on porte sur le corps ou les hearables type casque, earbud, etc. Après, ce qui est demandé dans tous ces cas, c'est quelque chose qui a un point d'énergie d'opération qui est très, très bas, qui est compatible avec une batterie. Et aussi, très souvent, ce qui est aussi demandé, c'est la flexibilité pour adapter à les spécificités de tous ces différents types d'applications. Alors, un exemple d'un produit qui a été développé avec GAP8. Ça, c'est un capteur, un petit capteur qui se place sur le plafond d'une pièce.
Et en fait, vous voyez en haut à droite une image infrarouge. Il intègre un capteur infrarouge. Il intègre aussi des autres capteurs, type température, type qualité de l'air, etc. Et le but de ce produit, c'est en fait la gestion de l'espace dans un bâtiment. Pour avoir une meilleure expérience pour les utilisateurs du bâtiment, pour voir si, par exemple, il y a des bureaux qui sont utilisés, s'il y a des espaces de réunion qui sont bien utilisés, s'il y a un espace qui est trop, où il y a beaucoup de monde, ou aussi de qualifier si un bureau est occupé ou pas. Et en fait, ça intègre GAP8. Et GAP8 est utilisé dans ce cas pour un réseau de détection. Vous voyez un peu ce qu'on fait en haut. En fait, sur le produit, on prend des images infrarouges et on va aller classifier, détecter des humains dans cette image. On différencie ces humains des autres choses qui sont chaudes dans la pièce. Par exemple, des boissons ou des PC ou des chaises qui ont été utilisées, etc., etc. Et comme Cyril a dit, de faire un produit comme ça dans le vrai vie, c'est quelque chose d'assez difficile. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Par exemple, et je crois que Cyril a dit ça, cette idée de l'utilisation en situ, c'est très important. Dans le cas de ce produit-là, on a eu des problèmes, par exemple, avec de lumière qui passe par une fenêtre, qui va chauffer un sol, qui fait que les images captées sont très, très différentes. Il y a une présentation qui a été faite par Lucas, qui est le CTO de la société Contact, qui fait ce produit, qui a été fait par l'organisation de TinyML, qui s'appelle TinyML.org. Et il y a toute une présentation à regarder où ils discutent de toutes les problématiques qu'ils ont eues. Et c'est assez intéressant à regarder. Alors, GAP9, je vais passer un peu sur GAP9, regarder un peu l'architecture et comment on résout certains de ces problèmes. Et aussi regarder un peu les outils et regarder un exemple d'outils concrets pour le développement sur ce type de produit. Alors, GAP9, c'est un tout petit puce. C'est un 3,7 par 3,7. Il faut que ça soit petit pour entrer dans le type de produit qu'on vise. Et c'est vraiment un mélange d'une unité de traitement qu'on appelle un Smart Filtering Unit, qui est quelque chose qui traite des signaux dans le domaine temporel, échantillon par échantillon, avec une très, très basse latence. Ça veut dire une latence qui permet de traiter un signal à 668 kHz en temps réel, échantillon par échantillon. Après, on combine ça avec un cluster, un compute cluster multicœur avec un mémoire partagée qu'on utilise pour du DSP général. Et c'est une approche assez différente qu'un DSP classique qui utilise normalement des approches type VLIW. C'est vraiment un cluster, comme un compute cluster sur un gros cluster HPC. Mais dans un petit MCU. Et finalement, on associe à ce cluster une unité de traitement spécifique pour des problématiques réseau de neurones, type convolution, type couche linéaire et tout ce qui est matmul pour transformer, etc. etc. Tout ça avec un point d'opération qui est dans les milliwatts et microwatts. Et avec une flexibilité qui fait que c'est assez facile à programmer parce que c'est une architecture assez homogène. Je vais aller un couche en dessous de ça avec un petit sommaire de l'architecture. Je ne vais pas aller longtemps sur cette slide, mais vraiment, GAP9, c'est de combinaison d'un MCU avec un cœur classique qu'on appelle un fabric controller. Un contrôleur de périphérique qu'on appelle un micro-DMA, qui est vraiment un DMA programmable qui vraiment sont des canaux de DMA par interface très programmable et très autonome.
Ça veut dire qu'on peut juste avoir cette partie-là qui est active pendant qu'on capte des données. Après, un jeu d'interface très riche avec des interfaces pour des caméras et trois interfaces audio très sophistiquées, multicanaux, avec des interfaces multiples, interfaces PDM entrant et sortant. Après, un espace de mémoire qui peut être gros, qui peut être vu comme gros pour un MCU, mais assez petit pour quelque chose qui traite des réseaux de neurones, et des interfaces externes pour des mémoires externes, basse conso, LPDDR, qu'on peut avoir des canaux pour des paramètres qui sont externes. Aussi un espace interne non volatile qui est en fait de l'EMRAM de 2 mégas. Et après, on a à droite le cluster, comme j'ai dit. Alors, le cluster, c'est en fait 9 cœurs avec une architecture mémoire partagée où tous les cœurs voient cet espace mémoire très rapide. Et ces cœurs sont des cœurs libres. Ça veut dire que chaque cœur a son propre compteur program counter et est capable de traiter quelque chose dans une façon autonome. Et on peut les utiliser pour paralyser les algorithmes. Et il se fait qu'en fait, la plupart des choses dans les réseaux de neurones sont en fait très, très paralysables. Mais on a plein de différentes stratégies de paralysation qu'on peut utiliser dans ces cœurs. Et on gère tout ça en hard pour avoir une paralysation qui est très, très efficace. Après, on associe à ça cet accélérateur qui peut en fait être pratiquement un boucle interne pour tout ce qui est réseau convolutionnel ou réseau de neurones, où on peut lancer une tâche sur cette processeur, mais après, si on a besoin de flexibilité dans un certain type d'activation ou un certain type de pooling ou quelque chose comme ça, on peut en fait jouer entre l'accélérateur et les cœurs parallèles et vraiment accélérer quelque chose. Alors, pourquoi le parallélisme? Parce que ça nous donne un speed-up, bien évidemment, sur l'algorithme, mais on ne va pas utiliser cette speed-up pour en fait aller plus rapidement. En fait, on va utiliser cette speed-up pour réduire la fréquence. Et Cyril a mentionné ça un peu. Réduire la fréquence, ça nous aide, de la puce, mais encore plus, réduire la fréquence, ça nous permet de réduire la tension sur les cœurs. Et ça nous donne un bénéfice quadratique en termes de conso. Alors, on va utiliser cette capacité de faire beaucoup de traitements dans une basse fréquence pour vraiment donner une capacité de faire ce traitement assez massif d'informations à une très basse consommation. Alors, les outils sont absolument essentiels. Vous voyez qu'on a une architecture qui à la fois est assez simple parce que tous les cœurs qu'on a sont exactement identiques. On peut faire tourner une fonction n'importe où sur le processeur et ça va être la même fonction. On a un compilateur, on n'a pas de structure très compliquée de ce type-là, mais on a une architecture de mémoire, une architecture de processing qui est assez sophistiquée. Et on a besoin de prendre un réseau qui est entraîné avec ces outils que Cyril a mentionnés, comme TensorFlow ou PyTorch, avec un format d'export, un certain format d'export. Et ce qu'on va recevoir, c'est en fait, et ça c'est quelque chose de très, très simplifié pour montrer un peu les enjeux, on va avoir quelque chose avec un ou plusieurs inputs, avec beaucoup de paramètres, des constants, avec des opérateurs qui vont soit être des opérateurs assez complexes, type matmul, conv, etc., ou des opérations qui sont des opérateurs un peu piecewise mathématiques, comme des activations, des fonctions d'activation. Et finalement, on va produire un ou plusieurs outputs. Et on peut avoir des boucles dans ces opérations. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est, premièrement, comment est-ce qu'on va optimiser tout le mouvement de ces constants autour du structure de mémoire, parce qu'on va avoir des constants au début dans du flash. Il faut les bouger et les ramener le plus près possible des cœurs pour faire le traitement au moment qu'on a besoin d'eux. Et après, les évacuer quand on n'a pas besoin. Après, il faut prendre ces opérations et en fait, avoir des implémentations très efficaces qui utilisent tous les ressources qui sont dans la puce.
Après, on a des opérations qui sont peut-être plus simples, qui sont moins un enjeu de niveau performance, mais qui sont un enjeu de niveau flexibilité, parce que tout le monde va utiliser différentes versions et il faut que là, on est capable de faire une implémentation efficace de ces opérations. Alors, on va utiliser une stratégie qui est un peu un mélange de quelque chose qui est écrit par main et quelque chose qui est compilé ou automatisé. Après, il peut y avoir des situations où ces opérations peuvent être mises ensemble et exécutées dans un seul mouvement de mémoire ou un seul pipeline de mémoire. Et finalement, on a un output qu'il faut exporter et mettre dans le bon endroit. Et après, c'est clair qu'il faut optimiser cette structure parce qu'on peut avoir des combinaisons d'opérations qu'on peut combiner. Et il y a tout ce que Cyril a mentionné, niveau quantisation, pruning, etc., pour essayer de réduire la complexité à un maximum sans perdre l'efficacité du réseau pour donner le bon résultat. Alors, nous, on a un jeu d'outils qu'on appelle Gapflow, qui a toutes ces capacités de prendre un graphe de type ONX, TF-Lite, et de prendre ces graphes et de produire du code C qui peut tourner directement sur Gap. Et certaines des choses qui sont importantes dans ça, c'est la couverture en termes de grandes quantités de différents types d'opérateurs qu'on peut traiter, de type convolution, RNN, etc., etc. Mais aussi de tout ce qui est post-processing et pre-processing DSP de type FFT, MFCC, du SSD pour la détection, etc. Après, on a un compilateur d'expression qui prend tout ce qui est petite opération et produit des noyaux en C dans une façon automatisée. Cyril a mentionné quantisation. Nous, on traite beaucoup de différents types de quantisation et c'est une des efficacités dans GAP 8 et GAP 9, c'est notre capacité de traiter du FP16, c'est du flottant en 16 bits, soit en IEEE, soit en bfloat 16, qui est une version de float 16 qui donne plus de dynamique mais moins de précision, qui est utile. Et toutes ces possibilités de quantisation nous permettent d'aller vers le meilleure performance sans perdre l'accuracy du modèle. Alors, en termes de quantisation, nous, on peut aller en dessous de 8 bits. On va en dessous de 8 bits pour les poids, pour en fait avoir moins de mouvements de données et moins de calculs qui se passent au niveau cluster. Et ça, on peut le mélanger entre les différents niveaux, différentes couches du réseau pour permettre en fait, on tire du bénéfice de performance dans des endroits où on a moins besoin de précision dans le réseau. Après, il y a tout ce qui est optimisation de topologie du réseau, comme j'ai dit, pour le rendre plus facile à calculer. Et finalement, et c'est une partie super importante, c'est de pouvoir prendre les résultats et de valider dans toute la chaîne entre l'outil d'entraînement par nos outils jusqu'au target et de pouvoir revenir et valider qu'on a les résultats qu'on voulait. Il y a deux parties de cet outil qui sont les parties les plus importantes. Une qui s'appelle NNTool, qui est une partie qui en fait importe le graphe, fait tout ce qui est mapping entre le graphe et les opérateurs ONX et TF-Lite et nos librairies de noyaux ou des noyaux custom s'ils sont développés par le client, qui peut faire du quantisation, qui peut être soit utilisé comme un librairie Python où on peut contrôler tout le processus de transformation du réseau jusqu'à le faire tourner, récupérer les résultats et valider les résultats dans un script Python qui permet quelqu'un d'être très, très productif dans la façon de produire un graphe. Et ça peut aussi être quelque chose qui est en fait juste un outil de build qui est utilisé dans un build script pour générer ces graphes. Après, on a un outil qui s'appelle le AutoTiler, qui est l'outil qui en fait fait tout ce qui est optimisation de la positionnement de tous les paramètres du réseau dans le mémoire de Gap. Que ce soit le mémoire externe, que ce soit du mémoire interne, que ce soit du L1 dans le cluster. Et ça, c'est un outil qui est en fait
fait une solution d'un problème. Et le problème, c'est comment est-ce que je peux bouger tous ces paramètres à travers de tous ces niveaux de mémoire dans une façon où je bouge le moins possible. Parce que chaque fois que je bouge quelque chose, je consomme de l'énergie. Et qui découpe le problème dans des sous-problèmes qui sont abordables dans l'espace mémoire donné. Et ça nous permet de traiter des réseaux qui sont assez grands. Nous, on peut traiter des réseaux qui sont beaucoup plus grands que les réseaux que s'il a montré, des réseaux qui peuvent avoir quelques mégabytes, même des dizaines de mégabytes de paramètres. Après, cet outil produit du code C qui est lisible, qu'on peut débugger, qu'on peut compiler et faire tourner, soit sur le puce, soit sur un simulateur de plateforme qui nous donne aussi des informations. Comment est-ce que le réseau est en train de tourner? Est-ce qu'on est efficace dans l'utilisation des ressources sur la plateforme? Finalement, qu'est-ce que ça donne par rapport à un microcontrôleur classique? Ça, c'est des exemples d'énergie où on regarde le meilleur latence qu'on peut avoir ou le meilleur énergie qu'on peut avoir. Normalement, pour nous, si on tourne le réseau légèrement plus lentement et on réduit la fréquence, ça nous permet de faire tourner le réseau à le plus bas tension possible et ça nous donne une consommation d'énergie qui est mieux, qui est le meilleur. Soit on tourne à la fréquence maxi qui va bien évidemment consommer plus, mais ça nous donne un latence qui est mieux. Alors, et toutes ces fréquences et tensions sont dynamiquement variables dans la puce. Alors là, ça nous donne un exemple. Ça, c'est sur des réseaux qui sont assez petits. Entre un réseau qui est, ça c'est un réseau qui est déjà, c'est multicouche, c'est plus grand que ce que c'est en train de montrer. Et là, une détection d'anomalie ou quelque chose comme ça, c'est plutôt de la taille de ce que c'est était en train de montrer. Et ça montre qu'en fait, on a des capacités énormes par rapport à un microcontrôleur sur des choses qui sont plus grands. Et on est quand même assez bon par rapport à un produit comme, par exemple, le Sentient, qui est un produit qui est dédié à cette tâche de keyword spotting. Ces benchmarks, c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier des autres choses parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans le développement d'une vraie solution. Par exemple, très souvent, on va passer beaucoup de temps endormi. Par exemple, le produit qui était en train de prendre des images infrarouges et compter la quantité de gens, ça, c'est un produit qui va se réveiller tous les 5 minutes ou quelque chose comme ça, prendre une photo, faire une inférence, envoyer les informations peut-être et après s'endormir. Alors, c'est très important des fois de pouvoir réagir à un signal. Par exemple, s'il y a un son, il faut réagir à ce son. Et il ne faut pas le perdre parce que si on se réveille trop lentement, on ne va pas pouvoir en fait capter cet instant qui est intéressant. Alors, le temps de réveil d'un processeur, c'est super important. L'autre chose, comme j'ai dit, on va être endormi. Alors, quelle énergie il va utiliser quand il n'est pas en train de faire quelque chose? Comment on va traiter tout ce qui est acquisition de données? Est-ce que quand il est en train d'acquérir des données, est-ce qu'il est dans un état où il consomme très peu ou le minimum possible et est-ce qu'il réveille rapidement pour le faire? Après, très souvent, on va avoir plusieurs réseaux. On va avoir un réseau qui est plutôt un traitement qui est plutôt pour détecter une activité avec un très basse conso. Et après, on va commencer à faire des réseaux de plus en plus grands. C'est très le cas, par exemple, dans des situations où on va détecter un visage et après faire un traitement sur le visage. Ça, et il faut pouvoir traiter ces différentes hiérarchies de réseau. Et en plus, si on est dans un produit audio, on peut avoir des situations où on a des traitements temps réel mélangés avec des traitements de réseau. Et là, on commence à avoir des enjeux de temps réel et de pouvoir traiter tout au même moment. Et après, comme j'ai dit avant, tout ce qui est pré- et post-processing en termes de pré-traitement du signal et post-traitement du signal, il ne faut pas les oublier dans la solution parce que très souvent, ça va être une partie cruciale.
Voilà, j'essaie de faire ça assez rapidement. J'espère que Merci on va beaucoup, aussi Martin. C'était réellement passionnant. Il y a une première question qui est dans le chat de Philippe qui demande si les outils Gap 8 comme Gapflow sont compatibles sur le Gap 9. Oui, globalement, Gap 9, c'est quelque chose qui en fait ajoute des choses, mais tous les outils target les deux puces. Par exemple, notre SDK, on a vraiment un mode où on dit OK, on veut targeter Gap 9 ou on veut targeter Gap 8, mais c'est le même SDK. Même simulateur, mêmes outils de développement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas forcément d'autres questions dans le chat pour l'instant. Moi, j'en ai vu une. Ça aussi, c'était travaillez-vous aujourd'hui sur des problématiques autour du federated learning ou d'adaptation locale des algorithmes embarqués? Moi, pour le coup, je peux peut-être répondre en partie à cette question. Oui, vas-y. Désolé, Alors, je l'avais zappé, je ne l'ai pas vu. c'est la question de Emmanuel Ferré. Oui, je viens de la voir, ouais. Désolé. Alors, moi, je n'ai pas encore à travailler avec du federated learning. Par contre, sur la question de l'adaptation locale des algorithmes, sur l'embarqué, en fait, c'est vraiment, en ce moment, c'est un peu un sujet. Alors, on est en train de travailler en fait à des solutions pour ce genre de choses, en particulier avec tout ce que est renforcement learning. Donc, ça se fait en ce moment, les solutions se développent en ce moment, du moins de notre côté. Peut-être juste pour la compréhension de tout le monde, hein, donc je vais me lancer un exercice Oui. dangereux parce que je ne suis pas sûr d'avoir la bonne définition de ces choses-là, mais le federated learning, c'est effectivement, ça va être plusieurs objets qui apprennent ensemble de leur propre expérience, hein, c'est ça l'idée. Et l'adaptation locale, en fait, ce serait de refaire un apprentissage au niveau de l'objet, en fait, d'affiner le modèle avec les nouvelles données que l'objet peut regarder localement sans forcément retourner dans le cloud. J'ai bon, Cyril, ou pas? Oui. Alors, pour Comment ça va? le federated learning, des fois, ça peut fonctionner en deux temps. C'est-à-dire, il y a des algorithmes qui vont accumuler aussi de la donnée en fait, en local. Ils peuvent s'adapter en local eux-mêmes, mais de temps en temps, il y a je dirais une concaténation un petit peu de tous ces apprentissages dans un réseau unique, on va dire parent, qui ensuite vient se redéployer en local. Il y a vraiment un côté va-et-vient. Oui. Alors que vraiment sur l'adaptation locale, là, on est plus, je pense, sur une problématique de renforcement de learning ou du moins une correction, par exemple, de drift. Donc, un drift, c'est quand un modèle, les conditions d'usage du modèle en fait, viennent changer et le modèle en fait, finit par ne plus vraiment prédire correctement parce que soit il ne saisissait pas exactement où le proxy sur lequel on venait faire la mesure en fait, vient se faire perturber par un facteur extérieur. Et donc, de temps en temps, on doit le corriger. Mais on peut détecter ces drifts-là et on peut corriger alors le modèle, mais il faut le réentraîner. Alors, soit on prend notre ordinateur et on vient faire la mesure et on vient le corriger, puis on vient reflasher, soit on vient faire des algorithmes de correction directement en embarqué. Et ça, c'est en train du moins chez nous, c'est en train de se développer. Merci. Il y a une autre question concernant le Gap 9 et la tension de fonctionnement du cœur. La question est de savoir si cette tension est dynamiquement adaptable en fonction des besoins de calcul. Oui, absolument. Dans des domaines, on a des domaines fréquentiels, plusieurs différents domaines fréquentiels dans le puce et plusieurs différents domaines d'adaptation de tension. Pour exemple, le cluster, c'est un domaine de tension et fréquence. Et ça veut dire que quand ce n'est pas utilisé, c'est éteint. Ça ne consomme rien. Quand c'est utilisé, on peut adapter la tension pour être à la bonne tension pour la fréquence qu'on veut tourner. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois le temps qui tourne. Les présentations étaient passionnantes. Je vais prendre le temps effectivement, peut-être qu'une autre question apparaisse pour vous annoncer le prochain webinaire qui aura lieu le 3 juin, donc même horaire, 13h30, 14h30. On aura le plaisir de recevoir Bruno Canitia du groupe Liseo. Et le sujet qu'il souhaitera adresser, partager avec vous, c'est le long parcours d'un cas d'usage
de Natural Language Processing. Donc voilà, donc le sujet Natural Language Processing, probablement mise en œuvre de cette chose-là, comment l'ISEO a réussi à faire ça et quelles difficultés ils ont rencontrées ou bonnes pratiques qu'ils voudraient partager avec vous. Une dernière question vient de tomber toujours pour Martin. Donc, quelle puce considérez-vous comme concurrente de GAP 849 ? C'est assez intéressant parce que il y a beaucoup de différentes sociétés qui fabriquent des puces d'accélérateurs de réseaux de neurones à ce moment. Et pour moi, il y a 3 différents groupes. Il y a tout ce qui est data center, entraînement, etc. C'est des gens comme Graphcore qui sont plutôt en train de faire la compétition avec NVIDIA. Après, il y a tout un tas de puces qui sont ce qu'on appelle des puces Edge AI, qui en fait sont plutôt dédiées vers des objets qui sont soit alimentés, soit c'est des téléphones, ou c'est sous batterie, mais il y a beaucoup d'alimentation disponible, ou dans les voitures, où clairement, il y a beaucoup de batteries disponibles, sauf si la voiture n'est pas en marche. Là, c'est un cas assez spécifique. Et en fait, après, il y a tout ce qui est… Typiquement, on mettrait des gens comme Calray dans cette catégorie-là ? Voilà. OK. Calray ou NVIDIA a des produits qui sont dédiés à ça, un expert des produits qui sont dans ce domaine-là, etc. Alors après, il y a tout ce qui est Tiny. Là, probablement, notre premier compétiteur, d'une certaine façon, c'est l'ignorance de ce qui est possible. C'est vraiment parce qu'on est vraiment sur la frontière de ce qui est possible et ça, probablement, la première chose, c'est que les clients réalisent que c'est possible et qu'ils commencent à avoir les idées comment l'utiliser d'une certaine façon. Et comme tout startup, on est tôt sur le marché et ça veut dire que il faut faire ce traitement de la possibilité. Là, ça fait 7 ans que maintenant on est en business et on a vraiment des domaines très spécifiques qui sont très intéressants. Domaine audio, spécifiquement, il y a des choses vraiment intéressantes que les gens commencent à faire. Alors là, on va être plutôt en compétition avec des gens qui font des socks Bluetooth ou des choses comme ça, mais qui sont arrivés dans une direction très, très différente à nous. Et avec des capacités de traitement qui sont différentes, avec des architectures qui sont assez hétérogènes et pas aussi homogènes que nous. Ça va être ce type de compétition. Après, il y a des gens qui font quelque chose de très spécifique sur un sujet. Par exemple, un Sentient, c'est sur le sujet vraiment du keyword spotting. Maintenant, il fait un peu plus, mais ils viennent de là. Alors, ils ont une architecture qui est très dédiée autour de ça, mais pas avec autant de flexibilité que nous. Mais ils sont très bons dans ce sujet-là. Après, on va avoir tous les gens qui expérimentent avec des choses plus difficiles, comme par exemple du spiking, des choses comme ça, des approches analogiques. Encore une fois, le domaine est assez large que nous, on a notre terrain de jeu et je ne vois pas vraiment de compétition qui est directe sur nous en ce moment. OK. Merci beaucoup à nos 2 intervenants déjà. Vos présentations étaient brillantes. La session a été enregistrée, donc vous trouverez le replay sur les chaînes YouTube des partenaires, que ce soit MIAI, Minalogic ou Digital League. Également sur le site de la région, que j'ai oublié de citer, et de la DRETS, parce qu'ils nous soutiennent financièrement pour rendre ces webinaires possibles. Donc, merci à eux. Encore une fois, merci pour votre participation. Rendez-vous le 3 juin pour un cas d'usage NLP avec l'ISEO Group. Merci beaucoup, bon week-end et bonne journée. Merci.